Personne ne pose la question qui compte vraiment en ce moment. Ni les animateurs de nouvelles, ni les analystes assis derrière leur bureau de studio avec leurs arguments soigneusement préparés, ni les groupes de réflexion qui produisent des rapports aseptisés conçus pour protéger des carrières plutôt que pour révéler la vérité. Personne ne la pose. Et ce silence délibéré et coordonné, est en soi le signal le plus important que vous puissiez lire en ce moment. La question est la suivante. À quoi cela ressemble-t-il lorsqu'une superpuissance militaire cesse de tenter de faire pression sur un régime et commence à se préparer à l'effacer? Parce qu'il y a une différence civilisationnelle immense. Et en ce moment, dans le golfe Persique, dans les corridors du CENTCOM, dans les salles de briefage sécurisées de l'administration Trump, cette ligne est en train d'être franchie. Tranquillement, méthodiquement, avec cette précision froide et chirurgicale qui ne s'annonce pas aux nouvelles câblées avant qu'il soit déjà trop tard pour que l'autre camp puisse répondre. Ce n'est plus un conflit. Ce que vous voyez se dérouler en temps réel, si vous savez où regarder, c'est une séquence de terminaison. Et la plupart des gens n'ont absolument aucune idée qu'elle a déjà commencé. Commençons par ce qui s'est passé, et surtout parce que cela signifie. Parce que ces deux choses sont rarement identiques en géopolitique, et l'écart entre les deux, c'est précisément là que se trouve la vérité. Le 1er mai 2026, l'administration Trump a reçu ce que des sources proches du dossier décrivent comme un ensemble final d'options. Pas une mise à jour de situation, pas une évaluation de menaces. Un ensemble final d'options. Le langage à lui seul devrait vous glacer. Dans la planification militaire, le mot final n'est pas utilisé à la légère. Il est utilisé lorsque les décideurs ont dépassé la phase de coercition, dépassé la phase de démonstration, et qui sont entrés dans la phase de conclusion. Quelqu'un dans les hauts niveaux du commandement stratégique américain a décidé que le chapitre avec l'Iran n'a pas besoin de pages supplémentaires. Il a besoin d'une fin. 3 options auraient été présentées, 3 voies distinctes. Chacune représente une théorie différente sur la façon de briser quelque chose qui refuse d'admettre qu'il est déjà brisé. Et le fait que ces options existent, qu'elles aient été formellement construites, formalisées et remises au plus haut niveau de la direction civile, vous dit tout sur la direction que cela prend. Mais avant d'entrer dans ces 3 options, vous devez comprendre quelque chose que la conversation dominante continue de survoler. Parce que si vous abordez cela sans le comprendre, rien d'autre n'a de sens. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, l'homme qui a passé des décennies à se présenter comme la colonne vertébrale idéologique immuable de la République islamique, a été, selon tous les comptes rendus crédibles, pratiquement invisible. Sous terre, ne parlant que par des intermédiaires, par des déclarations soigneusement gérées, filtrées par des religieux loyaux et des responsables du corps des gardiens de la révolution islamique. Et cette disparition de la scène publique n'est pas un signe de force. Cela n'a jamais été un signe de force. Dans chaque crise géopolitique sérieuse de l'histoire moderne, lorsqu'un dirigeant se tait, cela signifie l'une de 2 choses. Il prépare quelque chose ou il survit à quelque chose. Et puis, soudainement, il est réapparu. Une déclaration est sortie du bureau de Khamenei selon laquelle le seul endroit approprié pour les forces américaines dans le golfe Persique se trouve au fond de celui-ci. Relisez cela. Pas partir, pas négocier, pas même nous répondrons, mais le fond des eaux. C'est un homme qui, selon tous les indicateurs de renseignement disponibles, préside une infrastructure militaire qui a été, selon des sources informées, suivant le conflit, systématiquement démantelée. Sites de missiles disparus, réseau de défense aérienne déchiqueté, moyens navals neutralisés, installations nucléaires frappées. Et sa réponse à tout cela est de déclarer que l'Amérique appartient au fond de la mer. C'est pas de la défiance. C'est la rhétorique d'un homme qui n'a plus de vraies cartes à jouer et qui comprend que l'auditoire intérieur, ce qui reste de son auditoire intérieur captif, doit croire que la partie n'est pas terminée. Parce qu'au moment où la population iranienne décide collectivement que la partie est terminée, le régime ne perd pas seulement une guerre, il se perd lui-même. Il perd la seule chose qui lui reste, le contrôle psychologique sur 85 millions de personnes qui ont vu leur économie s'effondrer, leur monnaie s'évaporer, leur avenir se dissoudre et leurs fils envoyés mourir dans des conflits par procuration s'étendant du Yémen à la Syrie jusqu'au Liban.
Mais c'est ici que cela devient réellement intéressant, parce que Khamenei ne parle pas seulement aux Iraniens, il parle aux factions à l'intérieur du régime lui-même. Et c'est le détail que presque personne dans les médias occidentaux ne prend le temps d'examiner d'assez près. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, n'est pas un bloc monolithique. Il ne l'a jamais été. C'est un ensemble de centres de pouvoir concurrents, d'empires financiers, de fiefs du renseignement et de camps idéologiques. Tous sont maintenus ensemble par la force gravitationnelle de l'autorité du guide suprême et par la croyance partagée que le régime peut survivre à tout. Au moment où cette croyance partagée se fracture, et il existe des signaux sérieux provenant de cercles analytiques informés qu'elle se fracture en ce moment, le CGRI ne combat pas comme un seul bloc. Il se fragmente, il protège ses propres intérêts. Des commandants individuels commencent à calculer ce qui vient après. Et c'est le moment le plus dangereux de tous. Non pas parce que le régime devient fort, mais parce qu'il devient imprévisible. Réfléchissez à ce que cela signifie pour les 3 options de frappe présentées à la Maison-Blanche. Vous ne ciblez pas seulement une infrastructure militaire, vous ciblez un système psychologique. Vous ciblez la croyance, à l'intérieur du régime, que la survie est possible. Et vous le faites avec des armes que la direction iranienne n'a jamais eu à affronter auparavant dans cette combinaison à cette échelle avec ce niveau de coordination. C'est ici que le matériel compte. Et je veux vous expliquer cela avec soin. Parce que les armes qui sont positionnées ne sont pas seulement des outils de destruction, ce sont des outils de communication. Chaque actif militaire exposé, chaque déploiement photographié et publié, chaque sortie cataloguée par des analystes régionaux, tout cela est délibéré, tout cela est une communication. Et le message envoyé en est que le haut commandement iranien lit avec une clarté absolue, même s'il le rejette publiquement avec une bravade révolutionnaire. Le bon lanceur, le bon, comme l'appellent les équipages qui le pilotent avec cette affection particulière qui vient du fait de confier sa vie à une machine, a été photographié, transportant quelque chose qui n'avait jamais été publiquement visible auparavant sur ses points d'emport externes. L'AGM, un 8.3A, l'ARW, l'Advanced Rapid Response Weapon, une missile hypersonique, et pas n'importe quelle configuration de missile hypersonique, mais une configuration montée à l'extérieur, visible, photographiée et publiée par l'armée de l'air américaine dans le domaine public. Comprenez ce que cette démonstration signifie. Les armées ne révèlent pas accidentellement de nouvelles configurations d'armes. Lorsque vous voyez la photographie d'un système d'armes qui n'a jamais été montré auparavant, publié par des canaux officiels, vous ne regardez pas une fuite, vous regardez une décision, vous regardez un choix fait au plus haut niveau pour qu'un public précis voit un message précis. L'Iran est ce public. Le système ARW fonctionne d'une manière qui brise fondamentalement tout calcul d'interception qu'un adversaire pourrait faire. Il est lancé en altitude depuis son avion porteur, allume un propulseur à carburant solide qui l'accélère à des vitesses bien supérieures à Mach 5, puis passe à une phase de vol plané au cours de laquelle il suit une trajectoire de manœuvre imprévisible qu'aucune architecture de défense aérienne iranienne existante ne peut suivre, modéliser ou engager à temps. La physique n'est pas favorable aux défenseurs. Lorsque quelque chose se déplace à ces vitesses et modifie sa trajectoire de vol en temps réel selon des données de guidage terminal, la fenêtre de réaction défensive s'effondre jusqu'à devenir pratiquement impossible à distinguer de zéro. Il n'y a pas d'interception. Il n'y a que l'impact. Et les Iraniens le savent. Leurs ingénieurs le savent. Leurs commandants de défense aérienne le savent. Tout ce qu'ils ont pu dire à leur guide suprême sur leur capacité à résister repose sur une base qui comprend cette réalité, des armes comme celle-ci existent, et ils n'ont pas de réponse à leur opposer. L'affichage public de la RRW sur le BUN n'est pas une provocation. C'est un avis final. Maintenant, entrons dans les 3 options, parce que chacune représente une théorie différente de la fin, et chacune porte son propre ensemble de conséquences qui se répercutent bien au-delà du golfe Persique. La première est celle qui se déplace le plus vite et frappe le plus fort, avec l'empreinte la plus limitée. De courtes vagues de frappes écrasantes, précisément séquencées, conçues non pas pour détruire l'Iran de façon complète, mais pour détruire la capacité de l'Iran à fonctionner comme adversaire militaire cohérent en quelques heures.
La RRW est ici la pièce maîtresse. Les bonnes voleraient depuis des distances qui les maintiennent bien à l'extérieur de l'enveloppe de défense aérienne iranienne dégradée. Mais encore, partiellement fonctionnelles, lanceraient leur charge hypersonique et commenceraient à retirer systématiquement les nœuds d'infrastructure qui maintiennent ensemble le réseau opérationnel du CGRI. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Des ponts, non pas comme symbole, mais comme réalité logistique. Lorsque vous coupez le réseau de ponts dans un pays de la taille de l'Iran, vous ne ralentissez pas seulement le mouvement des troupes, vous fracturez toute la chaîne logistique. Le carburant ne peut plus circuler, les munitions ne peuvent plus circuler, les renforts ne peuvent plus circuler. Des unités qui étaient coordonnées deviennent soudainement isolées. Dans une structure de commandement qui a été décapitée à plusieurs niveaux par les phases antérieures de ce conflit, les commandants sur le terrain se retrouveraient incapables de recevoir des ordres, incapables de partager du renseignement, incapables de se regrouper, et sans regroupement, vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez que réagir. Et réagir, c'est perdre. Les installations de production d'électricité constitueraient le deuxième ensemble de cibles prioritaires dans cette option. Et c'est ici que les gens qui envisagent cela en termes purement humanitaires doivent comprendre le calcul militaire, parce que ce ne sont pas les mêmes calculs. Les systèmes radars qui donnent aux commandants iraniens une image de ce qui s'approche d'eux fonctionnent à l'électricité. Les réseaux de communication qui permettent aux unités du CGRI de se coordonner fonctionnent à l'électricité. Les systèmes informatiques qui gèrent leur inventaire de missiles restants fonctionnent à l'électricité. Les nœuds de commandement de la défense aérienne fonctionnent à l'électricité. Retirez l'électricité et vous ne créez pas seulement l'obscurité pour les populations civiles, vous créez l'aveuglement pour les systèmes militaires. Vous prenez une force qui opère déjà avec une conscience situationnelle gravement dégradée et vous lui retirez le peu de capacité qui lui reste pour voir ce qui arrive. L'objectif de cette première option n'est pas la destruction pour la destruction, c'est le levier. Un levier extrême, indéniable, impossible à éviter. La théorie est qu'un régime qui ne peut pas voir, ne peut pas bouger, ne peut pas communiquer et ne peut pas arrêter ce qui arrive vers lui, finira par faire le calcul que la survie à n'importe quelle condition est préférable à l'extinction selon ses propres conditions. C'est la logique d'une pression coercitive écrasante. Que cela fonctionne ou non dépend entièrement de la question de savoir si les personnes qui prennent les décisions à l'intérieur de la structure dirigeante iranienne sont capables d'un calcul rationnel dans ces conditions. Et cela, franchement, est une question ouverte à laquelle aucun service de renseignement au monde ne peut répondre avec confiance en ce moment. Mais c'est ici que cela devient plus compliqué, parce que la deuxième option ne s'arrête pas au levier. La deuxième option concerne l'effondrement structurel. Si vous prenez la première option et l'élargissez géographiquement, temporellement et en profondeur de ciblage, vous arrivez à quelque chose qui ressemble moins à une campagne de frappe coercitive qu'à un démantèlement systématique de l'infrastructure qui permet à un État moderne de fonctionner. Pas seulement les nœuds militaires du CGRI, pas seulement les sites radars et les lanceurs de missiles, mais toute l'infrastructure de production d'électricité à travers le pays, le réseau de ponts à l'échelle nationale, le système de distribution du carburant, la colonne vertébrale des communications. C'est la guerre de frappe à distance dans sa forme la plus complète. Des B2, des B52, des Bonn, des F-15, des F, ADIX-8, tous transportant des munitions à distance de sécurité. Des JSOW, des JASSM et des JASMR à plus longue portée qui peuvent être lancés à des centaines de milles, éliminant systématiquement la capacité de l'Iran à soutenir toute résistance organisée et le faisant depuis des distances qui protègent les équipages aériens de tout ce que l'Iran a réussi à acquérir ou à reconstituer pendant la période de cessez-le-feu. Ce dernier point est crucial. Et c'est un point sur lequel les personnes qui planifient cela se concentrent profondément. Qu'est-ce que l'Iran a obtenu pendant le cessez-le-feu? L'image du renseignement à ce sujet est, selon tous les comptes, rendue incomplète. Il existe de sérieuses préoccupations analytiques concernant la possibilité que de nouveaux systèmes de ciblage électro-optique pour missiles solaires aient été livrés par la Chine, des systèmes qui seraient beaucoup plus capables contre des aéronefs furtifs ou manœuvrants que tout ce que
l'Iran possédait auparavant? La réponse honnête de tout analyste sérieux est la suivante. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils ont. Et lorsque vous ne savez pas exactement ce que l'ennemi possède, vous n'envoyez pas vos gens au milieu de cela. Vous frappez depuis l'extérieur. Vous utilisez des armes qui peuvent parcourir des centaines de milles depuis un point de lancement sûr tout en atteignant leur cible avec précision. C'est pour cela que les munitions à distance de sécurité existent. C'est pourquoi l'inventaire de JASSM dans l'arsenal américain n'est pas un simple exercice d'approvisionnement en temps de paix. C'est une police d'assurance stratégique pour exactement ce genre de situation. L'effet secondaire de cette option, et c'est la partie que la plupart des analyses ignorent, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran lorsque les lumières s'éteignent de façon permanente, que les ponts cessent de fonctionner et que le CGRI ne peut plus maintenir l'ordre dans des villes où la distribution alimentaire dépend des camions, du carburant et des réseaux routiers qui ne fonctionnent plus. La population iranienne a déjà démontré à plusieurs reprises qu'elle n'est pas uniformément loyale au régime. Les mouvements de protestation, les réseaux clandestins, les millions de personnes qui regardent l'establishment clérical, non pas comme des gardiens divins, mais comme des parasites qui ont passé 4 décennies à voler l'avenir d'un pays. Toutes ces personnes existent. Toutes regardent. Et un régime qui ne peut pas fournir les services de base, ne peut pas projeter sa force à l'intérieur, ne peut pas maintenir l'illusion d'invincibilité, est un régime qui fait face à une menace d'un autre genre que celle que n'importe quel missile américain peut livrer. Ce n'est pas un appel à quoi que ce soit. C'est une observation sur la logique stratégique discutée dans des salles auxquelles le public n'a pas accès. La théorie est que la population elle-même, si l'emprise du CGRI sur son réseau de coercition et de surveillance est suffisamment dégradée, devient un multiplicateur de force interne. Que cette théorie soit correcte dépend de variables qu'aucun modèle ne peut pleinement saisir, mais elle fait partie de la conversation et elle explique en partie pourquoi certaines des options sur la table dépassent le ciblage purement militaire. Maintenant, la troisième option, c'est celle qui comporte le risque le plus élevé et, si elle est exécutée correctement, peut être le résultat stratégique le plus durable, parce que les deux autres options ciblent la capacité de l'Iran à combattre. La troisième option cible le fondement du levier économique de l'Iran sur la planète entière. Le détroit d'Ormuz, 21 milles à son point le plus étroit, le passage par lequel, selon des chiffres constants depuis des années, environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole transite, le passage que l'Iran a passé des décennies à développer la capacité de menacer, de miner, de harceler, de fermer, comme son arme géopolitique la plus puissante. Si vous retirez cette arme, si vous sécurisez physiquement le détroit et rendez l'interdiction iranienne impossible, vous ne gagnez pas seulement un engagement militaire, vous restructurez tout l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Vous retirez le levier qui a permis à une nation ayant le PIB d'un pays européen de taille moyenne d'agir comme un hégémon régional capable de menacer les marchés mondiaux de l'énergie. À quoi cela ressemble sur le plan opérationnel? C'est quelque chose qui a clairement été largement simulé par les planificateurs du CENTCOM. Des unités expéditionnaires de marines américains parmi les forces de combat terrestre à déploiement rapide les plus capables de toute armée au monde, travaillant en conjonction avec les moyens navals déjà positionnés dans la région. L'objectif serait de sécuriser des points de terrain clés du côté sud du détroit, sur la côte omanaise et ses positions stratégiques adjacentes, tout en établissant un corridor de navigation contrôlé de facto par les Américains, qui contourne les zones où les opérations de minage iraniennes ont créé des dangers et où les forces navales du CGRI ont mené leur campagne de harcèlement. Et c'est ici que le détail concernant le champ de mines iranien devient significatif d'une manière qui devrait rendre très attentif quiconque connaît la stratégie navale. Des rapports indiquent que l'Iran a déployé des mines dans le détroit, mais ensuite, dans ce qui devrait être traité comme un aveu extraordinaire, on a essentiellement perdu la trace. Des mines flottant sans donner de positionnement clair, créant des dangers non seulement pour la navigation commerciale, mais pour quiconque opère dans la zone d'un point de vue
juridique et opérationnel, cela crée une justification pour exactement le type d'intervention américaine que les planificateurs du CENTCOM trouveraient le plus utile. L'opération humanitaire de déminage qui se trouve simplement à entraîner un contrôle physique américain du chenal navigable. Les RQ-4 Global Hawk, des aéronefs opérant à des altitudes qui les placent entièrement hors de portée de l'interception iranienne, fournissent une surveillance aérienne persistante grâce à des ensembles de capteurs capables d'identifier des anomalies de surface compatibles avec des mines. Des systèmes sous-marins sans équipage avancé, dont les détails demeurent à juste titre classifiés, mais dont les capacités sont suggérées par les dossiers d'approvisionnement et les rapports de l'industrie de défense, fournissent une détection sous la surface qui peut être utilisée pour cartographier et neutraliser les dangers à un rythme tout simplement impossible au cours des décennies précédentes. Ce que cela signifie en pratique, c'est que les États-Unis ont la capacité technique de dégager ce corridor, de le certifier sûr pour la navigation commerciale et d'établir une présence militaire physique qui impose cette certification contre toute tentative iranienne de remine ou de nouveau harcèlement de la voie. L'ADIX Warthog et l'A-64 Apache sont les plateformes qui rendent cette application réelle. L'ADIX est l'un de ces aéronefs qui défie la tendance à la complexité élégante. Il est construit autour de son canon, un canon rotatif de 30 mm à 7 tubes qui tire des obus à uranium, appauvris à une cadence produisant un son plus proche d'un déchirement mécanique, de l'air que de ce qu'une personne raisonnable appellerait coup de feu. Il vole assez lentement pour acquérir et suivre de petites cibles rapides comme les embarcations rapides d'attaque iraniennes ou les plateformes de drones Shahed. Il peut transporter des APKWS, des roquettes du Advanced Precision Kill Weapon System, des munitions guidées par laser qui lui donnent une capacité de précision à distance de sécurité contre les essaims de petites embarcations que les Iraniens ont utilisées comme tactique de harcèlement et d'essaim dans le détroit. Chargé de roquettes APKWS, une formation d'ADIX orbitant au-dessus du détroit représente un problème de calcul existentiel pour tout commandant iranien d'embarcation rapide d'attaque. Entrez-vous dans la voie maritime en sachant qu'il y a au-dessus de vous des aéronefs dont la seule limite est la quantité de munitions qu'ils transportent. L'Apache ajoute à ce calcul, l'H-64 transporte un système de ciblage intégré au casque du pilote, d'une manière qui représente véritablement l'une des convergences les plus remarquables entre l'humain et la machine dans l'histoire de la guerre. Les yeux du tireur contrôlent effectivement le système de ciblage. Là où le tireur regarde, les capteurs regardent. Là où les capteurs verrouillent, l'arme va. Contre les drones de classe Shahed que l'Iran utilise comme principale plateforme de harcèlement, lent, relativement peu coûteux, déployé en nombre, l'Apache représente un avantage asymétrique qui inverse toute la logique de la stratégie d'essaim de drones. Vous envoyez 50 drones en espérant submerger les défenses, vous perdez 50 drones et vous n'avez rien accompli, sauf démontrer que la présence aérienne américaine ne peut pas être usée par cette méthode. Combiné à des drones MQ-9 Reaper transportant des missiles Hellfire et offrant une couverture persistante 24 heures sur 24 des voies d'approche, à des Fquans Strike Eagle offrant une couverture supérieure et une capacité de suppression contre toute installation de menace basée à terre, et à des bâtiments de surface de la marine américaine imposant la zone d'exclusion maritime, vous mettez en place une architecture de sécurité pour le corridor sud du détroit qui retire essentiellement et de façon permanente la carte d'Ormuz de la main de l'Iran. Pas pour la durée d'un cessez-le-feu, pas selon les négociations, mais imposée de façon permanente par une présence militaire américaine physique qui comporte une autorisation d'ouvrir le feu pour neutraliser tout navire tentant de remine ou d'interdire la voie. Les conséquences économiques de cela sont stupéfiantes à modéliser. L'économie du régime iranien, que l'un des analystes régionaux ayant accès aux données financières pertinentes décrit comme un système d'extraction de type mafieux enveloppé dans une légitimité théocratique, tire une proportion énorme de sa capacité de survie politique de la menace implicite d'interdiction d'Ormuz. Le respect des sanctions par les acteurs régionaux a toujours été partiellement conditionné par la crainte que l'Iran puisse, si on le pousse assez fort,
fermer le détroit et créer une crise énergétique mondiale qui forcerait une pression internationale sur Washington pour qu'il recule devant Téhéran. Retirer cette menace rendait physiquement et opérationnellement impossible pour l'Iran d'exécuter cette stratégie, et vous retirez la police d'assurance géopolitique qui a gardé le régime viable, même sous pression économique maximale. Ce qui reste, c'est un régime qui n'a pas de programme nucléaire, pas de défense aérienne viable, pas de marine fonctionnelle, pas d'inventaire de missiles intacts, pas de carte d'Hormuz, une structure de direction interne fracturée et une population qui a regardé tout cela se produire pendant que son économie se désintégrait. La question sur laquelle les planificateurs du CENTCOM et la Maison-Blanche travaillent n'est pas de savoir si cette situation est survivable pour le régime. La question est de savoir à quelle vitesse l'effondrement interne s'accélère et si ce processus peut être suffisamment contrôlé pour éviter le type de scénario chaotique d'après-régime qui produit des espaces non gouvernés, des armes éparpillées et une catastrophe humanitaire à une échelle qui crée de nouveaux problèmes stratégiques avant que les anciens ne soient résolus. C'est la partie de la conversation que les briefages propres sur les options de frappe ne saisissent pas, parce que les frappes sont la partie simple. La question de ce qui vient après est la partie difficile. Et c'est la partie que tout analyste honnête, tout professionnel sérieux du renseignement, tout observateur informé de la région vous dira être profondément, inconfortablement incertaine. L'Iran n'est pas l'Irak, ce n'est pas la Libye. Ce n'est aucun des précédents autour desquels les cadres de planification d'après-conflit ont été construits. C'est un pays de 4,25 millions de personnes avec une population complexe, instruite, politiquement sophistiquée, une véritable classe moyenne qui a été vidée par des décennies de mauvaise gestion théocratique, de forte identité régionale, des minorités ethniques ayant leurs propres aspirations politiques, et une société civile qui a été réprimée pendant des décennies, mais jamais détruite. L'Iran, d'après Ségéry, n'est pas une page blanche. C'est une page sur laquelle on a écrit, qu'on a barré, puis sur laquelle on a écrit de nouveau. Et le prochain chapitre dépend entièrement de la question de savoir si les personnes et les institutions qui rempliront le vide auront la capacité et le soutien international nécessaire pour construire quelque chose de durable avant que les opportunistes ne s'y engouffrent. Rien de cela ne change le calcul militaire qui est apparemment en cours en ce moment, mais cela devrait éclairer la façon dont toute personne qui regarde ceci comprend ce que signifie réellement le succès. Un CGRI détruit n'est pas automatiquement un Iran libre. Un programme nucléaire bombardé n'est pas automatiquement un programme pacifique. Ce sont des conditions nécessaires, pas des conditions suffisantes. Et les personnes qui prennent ces décisions, si elles prennent au sérieux toute l'ampleur de ce qu'elles tentent, savent que le travail le plus difficile commence le lendemain du dernier missile. Mais revenons au moment présent, parce que c'est le moment présent qui pousse la chronologie décisionnelle, parce que l'adversaire a aussi son mot à dire. C'est l'expression utilisée dans les cercles de planification militaire pour reconnaître l'imprévisibilité fondamentale d'un adversaire qui pense et s'adapte. Et ce que les déclarations récentes de Khamenei suggèrent, lorsqu'on les décode à travers la logique de survie du régime plutôt qu'à leur valeur nominale, c'est que l'adversaire joue la seule carte qui lui reste, le temps et la tolérance à la douleur. La théorie de Téhéran, et c'est une théorie qui a maintenu le régime en vie à travers de multiples crises pendant plus de 4 décennies, et que l'Amérique finit par se fatiguer. Que les coûts politiques internes d'un engagement militaire soutenu finissent par dépasser les bénéfices politiques. Que la combinaison des pertes américaines, de la perturbation économique, de la pression internationale et de la simple fatigue de la volonté politique démocratique finit par forcer Washington à accepter quelque chose de moindre que ce qu'il avait exigé au départ. Cette théorie a déjà fonctionné, elle a fonctionné au Liban en 1983, elle a informé la logique stratégique pendant la longue période de la guerre Iran-Irak, elle a été l'hypothèse fondamentale de la planification de la dissuasion iranienne pendant une génération. Le problème de cette théorie en ce moment, c'est que la fondation physique sur laquelle elle repose a été systématiquement retirée. La théorie ne fonctionne que si l'Iran conserve une capacité militaire suffisante pour infliger assez de douleur aux actifs américains
afin de créer des coûts politiques au pays. Une force aérienne qui ne peut pas voler, une marine qui ne peut pas quitter le port, des sites de missiles qui ont été frappés, des défenses qui ne peuvent pas voir ou engager les armes entrantes. Ce ne sont pas les ingrédients d'une stratégie de tolérance à la douleur. Ce sont les ingrédients d'une situation dans laquelle le temps n'aide pas le défenseur. Le temps n'aide que le camp qui l'utilise pour reconstruire, se réapprovisionner, se reconstituer. Et l'image du renseignement suggère que ce que l'Iran a pu reconstituer pendant la période de cessez-le-feu est assez significatif pour justifier la prudence, mais pas assez significatif pour changer l'équilibre fondamental de l'équation. Ce qui nous ramène à la question sans réponse la plus importante qui plane sur tout cela. Quel est le déclencheur ? Quel est l'événement précis ? Le seuil précis, l'action ou l'inaction iranienne précise qui transforme ces options de documents de briefage en ordre d'exécution. Parce qu'en ce moment, ce qui existe, c'est une arme chargée pointée vers une cible avec une main sur la détente et une décision qui n'a pas encore été prise quant au moment d'appuyer. Le cessez-le-feu en place s'effiloche visiblement. La rhétorique de Téhéran s'intensifie en proportion inverse de la capacité réelle du régime à l'appuyer. Le déploiement avancé des actifs américains, les navires d'assaut amphibies, les groupes aéronavals, les drones Global Hawk, les bombardiers prépositionnés, les escadrons de chasse opérant depuis des bases à travers la zone de responsabilité du CENTCOM, tout cela suggère une force qui n'est pas en route vers quelque part. Elle est déjà là. Elle attend. L'anecdote concernant le F-5 mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle illustre quelque chose d'important sur la façon dont l'information est gérée des deux côtés. Un vieux chasseur iranien F-5, une plateforme entrée en service dans les années 1960, une plateforme que les États-Unis ont retirée du service de première ligne avant même que la plupart des gens qui regardent ceci soient nés, a réussi à pénétrer le parapluie défensif au-dessus d'une base américaine au Koweït pendant une attaque massive et coordonnée de saturation. Il a volé à basse altitude, il a utilisé le fouillis radar créé par une salve simultanée de missiles balistiques et de drones Shahed, et il est passé, et cela a immédiatement été saisi par certains canaux d'information comme preuve de capacité iranienne, comme preuve que le récit d'une défaite militaire iranienne totale était en quelque sorte exagéré. Soyons précis sur ce que cela démontre réellement. Une attaque de saturation impliquant des centaines de drones et de missiles balistiques crée un environnement de ciblage d'une complexité extraordinaire pour tout système intégré de défense aérienne. Les mathématiques de l'interception simultanée à grande échelle sont véritablement difficiles. Le fait que, dans ces conditions, un chasseur obsolète soit passé et ait frappé une cible n'est pas une preuve de force iranienne. C'est la preuve qu'aucun système défensif n'atteint la perfection contre des attaques de masse, et que la réponse américaine et alliée a réussi à défaire l'écrasante majorité de l'attaque entrante. Les Scud 2-4 que les forces du Qatar ont abattus alors qu'ils tentaient de frapper une autre base américaine n'ont pas eu de deuxième chance. Il n'y a pas de crédit partiel dans ce calcul. Le tableau des résultats, tel que le décrivent des observateurs informés ayant accès aux données d'évaluation des dommages de combat, n'est pas ambigu. Des milliers de cibles frappées à travers l'Iran. Des réseaux de défense aérienne dégradés jusqu'à un point d'inopérabilité fonctionnel sur de larges portions du pays. Des moyens navals neutralisés, des installations nucléaires structurellement compromises, et contre tout cela, un F-5 qui a eu de la chance pendant une attaque de diversion de masse. Ce n'est pas un concours équilibré, c'est une annihilation asymétrique, gérée avec assez de soin pour préserver l'option d'une sortie négociée que le régime a jusqu'ici refusé de prendre. Et ce refus de prendre la sortie est ce qui rend les trois options sur la table existentielle plutôt que coercitives. Il y a un moment très précis dans tout conflit où les options disponibles passent de comment les faisons-nous arrêter à comment faisons-nous arrêter cela. La première question garde l'autre camp comme participant actif dans la solution. La deuxième question le retire entièrement de l'équation. Le langage utilisé autour de ce dernier briefage, le mot final, le cadrage autour d'un coup conclusif, le déploiement systématique d'actifs cohérents avec la plus complète des trois options, suggère que la conversation à Washington est passée
au moins provisoirement, de la première question à la deuxième. Ce que cela signifie pour les prochains jours et les prochaines semaines, seuls les gens dans ces salles de brefage sécurisées le savent avec certitude. Ce que les signaux disponibles suggèrent, c'est une chronologie mesurée en jours ou en semaines plutôt qu'en mois ou en années. Le déploiement avancé des actifs de marine des navires d'assaut amphibie, l'affichage public des armes hypersoniques, le rythme de renseignement et de reconnaissance que représentent les sorties de Global Hawk, les opérations de réapprovisionnement visibles dans les images officielles du CENTCOM, rien de cela ne correspond aux activités d'une force qui se prépare à une longue attente. Ce sont les activités d'une force qui se prépare à bouger. Et puis, il y a l'eau elle-même, le golfe Persique, le détroit d'Ormuz, le chenal étroit qui relie les ressources énergétiques de la région productrice de pétrole la plus conséquente au monde aux marchés mondiaux qui en dépendent. C'est pas seulement un théâtre militaire. C'est le goulet d'étranglement économique le plus critique à la surface de la planète. Les décisions prises à Washington et à Téhéran en ce moment détermineront qui contrôle ce point d'étranglement pour la prochaine génération. Elles détermineront si la mafia navale du CGRI, cette collection d'embarcations rapides d'attaque, de capacités de minage et de plateformes de drones, qui a transformé le détroit en poste de péage imposé par la menace implicite de la violence, continue d'exister comme entité fonctionnelle. Elles détermineront si les 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole qui transite par ce passage le font librement ou dans des conditions fixées par un régime qui a construit toute sa politique étrangère autour du levier que ce contrôle crée. Les enjeux ne sont pas petits, ils ne sont pas régionaux, ils ne peuvent pas être gérés par une autre ronde d'engagement diplomatique et de langage de sanctions soigneusement rédigés. Les enjeux sont l'architecture de la sécurité énergétique mondiale pour les 2 prochaines décennies. Et les gens qui comprennent cela, qui ont passé leur carrière à étudier la géométrie stratégique du golfe Persique, ne sont pas surpris que les options militaires soient passées au premier rang. Ils sont surpris que cela ait pris autant de temps. Mais voici la chose qui devrait vous rester en tête lorsque cette vidéo se termine et que vous retournez à votre journée. La chose à laquelle aucune des 3 options sur ce document de brefage ne répond pleinement. L'Iran est un régime, mais c'est aussi une civilisation. C'est aussi 4,25 millions de personnes qui n'ont pas choisi le CGRI, qui n'ont pas voté pour l'ayatollah, qui ont vu l'immense potentiel de leur pays, sa population instruite, son histoire, ses ressources, son emplacement stratégique, être transformés en armes contre leur propre avenir par un establishment clérical qui ne s'est jamais intéressé à la prospérité, seulement au pouvoir. Quoi qu'il arrive dans le détroit d'Ormuz dans les prochains jours et les prochaines semaines, ces 4,25 millions de personnes seront encore là de l'autre côté. Et la question de ce à quoi ressemblera leur Iran, qui remplira le vide, qui construira les institutions, qui protégera la population du chaos, qui suit tout effondrement de régime, cette question est plus importante que n'importe laquelle des 3 options de frappe. Et c'est celle pour laquelle aucune réponse publique n'existe encore. Le Bun est déjà en vol, les équipages d'Apache ont déjà été briefés, les Global Hawk sont déjà au-dessus, les navires d'assaut amphibie sont déjà positionnés, les missiles hypersoniques sont déjà montés. L'option finale n'est pas une question de capacité, c'est une question de moment. Cette question, en ce moment, appartient entièrement à une poignée de personnes dans des salles où les caméras n'entrent pas. Ce qu'elles décideront dans les prochains jours fermera ce chapitre de façon permanente ou en ouvrira un auquel personne n'est préparé.